Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour un nouvel épisode de cette intersaison, un épisode qui sera centré sur une franchise californienne, mais laquelle? Les 49ers de San Francisco, bien évidemment. Pourquoi les 49ers? Parce qu'il y a eu quelques prolongations intéressantes dans cette semaine, notamment celle de leur quarterback Brock Purdy. On va y revenir dans quelques instants. Pour m'accompagner pendant toute cette émission, honneur à l'invité. Tiens, on va faire l'invité en premier pour une fois. Honneur à l'invité qui est un fan assidu du podcast Tailgate et un fan des 49ers de San Francisco. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut à tous, écoutez, ça va très bien. Voilà, il a accepté de venir nous parler de sa franchise de cœur. Comme ça, on est deux 49ers ce soir, puisqu'il y a toujours mon Seb. Salut Seb, comment tu vas? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu. Et oui, alors enfin, ma santé mentale est sauvée. Enfin, on parle d'un bon club, d'un grand club après des semaines à parler des Browns, voire même des Broncos ou des Giants, ces espèces de résidus de fond de cave. Enfin, on va parler un peu de football et ça fait plaisir. Résidus de fond de cave. Celle-là, c'était pas mal. En parlant de résidus de fond de cave, mon Yaya, comment tu vas? Salut à toutes, salut à tous. Écoute, en pleine forme. Et alors, je vais dévoiler tout de suite. Non, dévoile pas tout. Oh, non. Si, pas si, tout. je dévoile tout de suite. Mathieu a avoué que sa vraie équipe de cœur, c'était les Giants. Donc voilà. C'est pas news. tout à fait ça, mais c'est pas grave. Voilà. Non mais attends, et on défend la vérité ou pas? Non mais attends, on est des médias engagés quand même. Merde. Si l'honnêteté était la première qualité d'Yaya, ça serait, en parlant de qualité, un pour qui le calcul n'est pas le sien. Et d'ailleurs, c'est pas non plus les recherches sur Internet. Mon Vince, comment tu vas? Eh bien, ça va. J'allais justement dire que j'avais révisé mes tables de multiplication, préparé mes sites internet, et que le résidu de fond de cave, il a fait les playoffs l'année dernière. Ok, monsieur? Cette fois 7, sur des Vince? détails sportifs, hein, honnêtement, on s'en sort pas. Vince, 7 fois Oui. 7? 38. On est bon pour la médaille Fields. Alors, on commence tout de suite. Et il a un côté Cédric Villani quand même dans la. Ouais, c'est surtout dans la Cédric cravate. Villain, hein, plutôt. Hein, mais bon, Oui, bon voilà. c'est plutôt ça. L'intersaison des 49ers de San Francisco, décidément, ça part un peu dans tous les sens. Cette année, on a eu, pendant le début de l'intersaison, une vague de départ, juste avant le début de la free agency. On en avait rapidement parlé, mais on va en reparler. Et là, maintenant, est venu le temps des prolongations. Est-ce que, Seb, tu peux nous rappeler, juste, parce que je sais que toi, toi, tu travailles les podcasts, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu cette vague de départ du début d'intersaison? Alors, en effet, c'est quelque chose qui a fait énormément parler. On peut même quasiment parler d'hémorragie quand on se place du côté de nos collègues d'outre-Atlantique. Déjà, sont partis via des trades d'Ibo Samuel, rien que ça, à Washington, et le running back Jordan Mason, qui est parti à Minnesota, running back qui avait plutôt bien assuré l'intérim lors de l'absence. Est-ce qu'ils sont 7? Ils sont 7 à la Maison? Non. Ils sont 7 à la Maison, exactement. Il avait plutôt bien assuré l'intérim lors de l'absence de Christian McCaffrey avant de se blesser à son tour. Et puis, ils ont aussi relâché rien moins que Javon Hargrave, Malik Collins, Leonard Floyd, Tabor Pepper. Et ils ont également des free agents qui sont partis ailleurs, notamment Jalen Moore, Elijah Mitchell, Talanoa Ufanga, rien que ça, Aaron Banks, Charvarius Ward, Dre Greenlaw, Brandon Allen, enfin bref, ça a été l'hémorragie, il fallait tout faire pour arrêter le saignement et ça a fait soulever plus d'un sourcil parmi les fans et également dans les médias football. Tiens, en tant que fan, Mathieu, est-ce que toi, justement, tu as levé un sourcil, et on parle bien que du sourcil, au moment où tu as vu toute cette vague de départ? Est-ce que ça t'a inquiété ou est-ce que tu te dis, bon, c'est dans le plan de la franchise? Non, parce que l'intersaison agitée, comme tu l'as dit, elle était nécessaire. Je pense qu'elle aurait dû être faite en 2 temps déjà l'année dernière après le deuxième Super Bowl perdu, parce que l'équipe, psychologiquement, elle était out. Mais après, les joueurs qu'on a cités, il y en a déjà qui ont été remplacés par la draft de l'année dernière. On prend Ufanga, je ne vais rien dire, mais Malik l'a très bien remplacé à son poste.
il y a, voilà, il y a des grosses pertes, mais je pense que l'équipe, elle est toujours aussi bonne et que les jeunes qui sont arrivés ont déjà montré patte blanche pour être titulaires, quoi. Yaya, est-ce que toi qui es un spécialiste de la reconstruction de franchise, on rappelle d'ailleurs qu'il va y avoir un podcast sur comment reconstruire une franchise. Yaya vous expliquera tout sur comment bien faire une saison comme les Giants à 3 victoires, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment un truc 4 victoires. J'en ai enlevé une, pourtant il n'y en a pas beaucoup, je devrais savoir compter jusque là. Mon Yaya, est-ce que se débarrasser du nombre de joueurs que Seb a cité, c'est, comme le disait Mathieu, parfois un mal nécessaire? Tout à fait. Ben, il y a des joueurs qui arrivaient en fin du projet, qui derrière ça pousse. C'est normal. La durée de vie en moyenne d'une carrière, la durée d'une carrière en NFL, c'est 3 ans et demi, 4 ans maximum. Du coup, ça arrive, enfin, c'est normal. Et toujours, il ne faut pas oublier le nombre de joueurs qui existent sur Terre et pour le nombre de spots qu'il y a. Donc forcément, c'est des choses qui arrivent. Donc, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, business as usual, un nouveau jour au bureau ou au bureau, comme dirait Seb. Bon, rentrons dans le vif du sujet parce qu'il y a eu cette vague de départ, mais il y a quand même. Vince, tu avais rien à dire sur la vague de départ? Bah, apparemment, j'ai rien à dire. Donc, je sais pas, comme t'as pas préparé le pod, je me disais que t'avais rien à dire. Mais... Voilà, tout de suite. Non, mais vraiment. Mais il y va au talent, notre. Non, mais. mais faut en avoir pour ça. Il faut pas oublier que quand même, au moment du live qu'on fait sur la Free Agency, on se demande quand même où vont les Niners, mais on est tous d'accord pour dire quand même que on sait que cette franchise, elle a quand même des gars qui réfléchissent bien sur la construction des équipes et tout, et qu'on a quand même confiance en eux. Donc, au soir de la Free Agency, on n'est quand même pas hyper pessimiste pour eux, mais on est quand même assez stupéfait de voir cette hémorragie de départ, surtout dans la défense. Ouais, mais une hémorragie, certes, mais quand tu vois que la moitié d'entre eux sont des grands noms, mais qui sur le terrain, ils n'ont pas montré qu'ils ont passé aussi beaucoup de temps à l'infirmerie. Je crois qu'il y en a 2 qui sont partis du côté de Denver et qu'il y en a un qui est déjà blessé. Hein. Ben, c'est ça. Non, mais bien sûr, mais j'ai complètement d'accord avec toi. Non, mais ils aiment bien prendre les blessés. Oui, on prend les cas. Ils prennent les blessés, les cas désespérés. C'est pour ça qu'ils ont Vince comme supporter. Hein. Faut pas se cacher. Ils ont pas pris n'importe qui. Alors, nos amis des 49ers qui ont donc... Alors, c'était attendu, hein, la re-signature de Brock Purdy, la prolongation. C'était pas une surprise de cette intersaison. Tout le monde savait que ça allait tomber à un moment ou à un autre. Les chiffres exacts, c'est 265 millions, hein, si je dis pas de bêtises. 265 millions sur 5 ans, 181 millions pleinement garantis pour Brock Purdy. On va rentrer dans l'éternel débat, mais je vais donner la parole à Vince en premier. Montant normal, durée normale, montant trop élevé, montant pas assez élevé, tu le places où, Brock Purdy? Je le place dans ce qu'il devait, de ce qu'il pouvait prétendre, je pense. Je trouve que ce contrat n'est pas un hyper gros contrat, comme on a pu le voir un peu signé pendant l'intersaison. Brock Purdy a quand même fait une très bonne saison l'année dernière. Hein. Il a fait 3864 yards à la passe, 20 touchdowns. Les 12 interceptions, certes, c'est peut-être un peu beaucoup. Je ne sais plus combien il est situé, mais ça, Seb nous le dira sur les interceptions. Et puis, surtout, il a quand même développé de plus en plus une panoplie de jeux au sol. Alors, l'absence de McCaffrey est certainement pour beaucoup, mais il a dû développer ça. Je pense que ça lui donne une palette supplémentaire qui lui a permis aussi de valoriser son contrat là. On le voit quand même assez solide dans les impacts. Moi, je trouve que c'est là où il s'est beaucoup amélioré, c'est-à-dire que à un moment donné où on avait l'impression, on avait peur pour lui chaque fois qu'il partait, chaque fois qu'il avait la balle, qu'il se faisait plaquer. On le trouve, enfin moi je l'ai trouvé beaucoup plus solide. Non, je trouve que le contrat est plutôt mérité et vu de là où il vient, je trouve que c'est très très bien pour lui et pour cette franchise qui avait besoin de stabilité à ce poste-là. Pour placer dans le contexte, c'est donc 53 millions par an en moyenne pour
pour Brock Purdy, ça le place au niveau de Jared Goff, exactement, 53 millions aussi pour Jared Goff. C'est un petit peu moins que Tua Tagovailoa, que Trevor Lawrence, que Jordan Love, que Josh Allen, que Joe Burrow, et nettement moins que Dak Prescott, voilà, pour les quarterbacks qui sont devant lui. Yaya, même question, ça te semble fidèle au marché actuel des quarterbacks? Bah, tu as cité les noms qui sont autour de lui. Lui, au moins, il a déjà fait un Super Bowl. Il a perdu, certes, mais il a fait un Super Bowl. Il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Alors, va falloir voir comment il gère cette nouvelle pression. Mais surtout, j'ai envie de te dire, les Niners, ils ont activé tout de suite. Je pense que les négociations étaient là depuis longtemps. Et ça va permettre de ne pas être au max du max et de ne pas aller dans la surenchère. Ça va permettre aussi de l'entourer. Et il a bien vu que tous les plus gros quarterbacks, tous les quarterbacks avaient les plus gros contrats. Mais derrière, pour entourer, c'était compliqué. Oui, ça c'est clair. D'ailleurs, Mathieu, c'est quoi toi ton avis sur Brock Purdy? Parce qu'on entend un peu tout. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Toi, c'est quoi ton avis sur ton quarterback du coup? Bah, moi, il fait le job, il fait pas de bruit et il est toujours présent. Aujourd'hui, il a plus prouvé que certains quarterbacks qui ont plus d'années que lui, qui sont mieux payés que lui. Pour la prolongation, moi j'appelle ça une prolongation entre bons amis. Strong Green, son agent, et l'ancien assistant de Hampton et Marat, qui sont aujourd'hui aux Niners et qui gèrent le salary cap. Il a eu ce qu'il voulait. Il ne peut pas être tradé pendant 3 ans, ce qui est historique pour les Niners. Ils n'avaient jamais mis ça dans un contrat. Il a obtenu 5 ans, dont 3 ans sûrs, avec quand même 165 millions sur les 3 ans. Et pour les Niners, c'est tout bénef. Il va occuper que 19% de la masse salariale, alors que tu as des Burrow qui en occupent 25 ou 23 pour, par exemple, Mahomes. Donc, je trouve que tout le monde est gagnant. Tout le monde est surtout gagnant, c'est ton avis. Oui, tu l'as dit aussi, Mathieu, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il a besoin d'avoir du renfort aussi auprès de lui. Il y a beaucoup de défenseurs qui sont partis, mais il a besoin d'avoir une ligne conquérante. Et on le sait, Purdy, il dépend beaucoup de sa ligne, comme beaucoup de QB, hein, on est bien d'accord. Mais on le sait. Donc, à mon avis, c'est vraiment gagnant-gagnant. Oui, c'est gagnant-gagnant. Et puis en plus, lui, il a mis les mots aux actes. C'est qu'on prend Burrow à Cincinnati, il l'avait dit, mais il a pris un contrat monstrueux. Aujourd'hui, c'est 25% de la masse salariale et ils peuvent plus construire d'équipe autour de lui, même s'il y a eu les prolongations de ces 2 receveurs. Alors que lui, ils lui ont mis des receveurs, il y a un quarterback et des receveurs. Ouais, voilà. Ouais, et puis en défense, ça sera. Après Hendrickson, il attend encore. D'ailleurs. On a des nouvelles? Ouais. Non, personne n'a de nouvelles. Non. Alors que voilà, lui, il a fait le boulot, 19% de la masse salariale, un contrat à 53 millions, alors qu'au départ, son agent demandait 65. Donc voilà, c'est gagnant pour tout le monde a mis de l'eau dans son vin, et au moins, on va pouvoir reconstruire sur 2 ans une véritable équipe. Moi, ça me fait beaucoup rire quand j'entends, j'ai lu sur la presse américaine certains commentaires qui disent oui, Brock Purdy, l'avoir mis à 53 millions, c'est une honte quand on sait qu'il a déjà été blessé plusieurs fois. Oui, enfin, tu regardes le contrat de Tua Tagovailoa, il est au-dessus des 53 millions. Et niveau blessure, il a rien à rendre à Brock Purdy. Brock Purdy n'a rien à lui rendre. Hein. Donc bon, oui, mon Yaya. Moi, je trouve, alors, c'est pas pour défendre Brock Purdy, mais tout le monde lui tombe dessus, pauvre gamin. Mais, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Pourquoi il n'a pas la carte, ce gamin? Pourquoi? Parce qu'il réussit, il est dans une bonne équipe et que ça tourne et que. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu vois, il mérite son contrat. Je pense que, de toute façon, tous, ils méritent leur contrat. Ils ne sont pas là pour jouer gratuitement. Mais donc, du coup, voilà. Il a été blessé, mais comme tout le monde a été blessé, il a eu une blessure sur un coup, il est revenu super vite, il a été au Super Bowl. Après, voilà, il est tombé sur les Chiefs, alors c'est compliqué, mais ce qu'il fait, c'est propre, et quand McCaffrey est là, quand toute l'équipe est là, c'est pas mal. Et ce qu'il a fait l'année dernière avec une équipe qui était décimée, moi je trouve que c'est plutôt très correct.
Alors, ok, on va peut-être en parler après, mais il y a un coaching staff de qualité qui sait mettre en avant ses quarterbacks. Il y a peut-être ça aussi. Il y a un environnement très positif avec un effectif qui était extrêmement bien construit. Bon, mais il a le mérite d'être là. Il a saisi sa chance, le gamin. Je vais dire pourquoi tout le monde lui tombe dessus comme la misère sur le pauvre monde. Parce que c'est un dernier pic de draft. Oui, tout simplement. Si c'était un QB choisi au premier, voire même au 4e tour, la presse serait au 5e, comme d'autres. Suivez mon regard. Dans l'Ohio, par exemple, on serait beaucoup plus indulgent avec lui. Et je vous ai fait passer une formule là, cet après-midi, les gars, sur les réseaux. Je vais la reprendre à mon compte. Alors, ça vient de quelqu'un, pourtant, un analyste qui est pas parmi mes favoris, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Pat McAfee qui a dit: si Brock Purdy marchait sur l'eau, vous diriez que c'est parce qu'il ne sait pas nager. Ben, c'est exactement ça. Voilà. C'est très exactement ça la problématique. Il a des stats qui sont plus que correctes. Il a mené son équipe en playoff, il a mené son équipe à une finale de conférence, il a mené son équipe à un Super Bowl, mais non, ça suffit toujours pas. Et je vois encore des articles, je voyais aujourd'hui en me documentant sur Sports Illustrated, des articles qui disaient oui, alors s'ils performent pas, les Niners, ils pourront le cutter à partir de telle date et nanana, et peut-être à la prochaine draft prendre un autre quarterback. Non, leur quarterback pour les années à venir, il est là, ils l'ont. C'était une priorité de leur signer, et en plus ils ont eu, et on va revenir sur ce point également sur les autres signatures, ils ont eu l'intelligence de régler l'affaire avant les camps d'entraînement. Ça, c'est sûr, mais... Oui, vas-y, Mathieu. C'était la volonté du joueur, c'était la volonté des Niners. Et puis, il ne peut pas être coupé parce que de toute façon, il a une garantie de 3 ans. Il ne peut pas être tradé ni coupé. Hein. Ça, c'est ce qu'il demandait surtout. Donc là, il part pour 3 ans minimum. Hein. Ça, c'est... Non, mais oui. Et de toute façon, enfin, je veux dire, moi, ça me fait rire l'histoire de... Oui, il est bien entouré, il réussit parce qu'il est bien entouré, mais citez-moi un quarterback qui a réussi sans être bien entouré. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour Jalen Hurts cette année, tu lui enlèves Saquon Barkley, tu lui enlèves sa ligne offensive, tu lui enlèves ses receveurs, c'est Jalen Hurts tout seul. Hein. À un moment, les Eagles de Philadelphie, cette année, s'ils gagnent, c'est parce que c'est une équipe ultra complète en attaque et en défense. Donc, on va pas se cacher 50 ans. C'est une victoire d'équipe. On sait très bien que dans le sport, c'est un sport d'équipe. Et notamment dans les équipes où ça marche et où il y a beaucoup de fanbase, on trouve ce genre de réaction et ce genre un peu de moquerie ou on va dire d'acharnement contre certains joueurs. Très franchement, je suis un peu de l'avis de Seb, je trouve que c'est complètement immérité ce qu'on fait subir à ce pauvre Brock Purdy. Mais bon, après, il répond quand même sur le terrain et c'est là le principal au final. Et puis les fans des Niners sont bien conscients. Après, dans l'histoire de la NFL, on doit être sur l'un des plus gros gaps de contrat entre le contrat rookie et le contrat numéro 2. Parce que vraiment passer de la dernière position de la draft, où tu as un contrat rookie qui est quand même nettement moins intéressant que si tu es au premier ou au deuxième tour, à 265 millions, tu dois quand même avoir un espèce de... Ouais, je pense qu'on est sur un record, hein, là, sur la différence entre les deux contrats. Mais encore une fois, c'est largement mérité. Et il n'y a aucun... Enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a aucune discussion, parce que si, en fait, si vous lisez les médias américains, ça discute depuis 5 jours sur précisément cette prolongation de Brock Purdy, savoir si elle est méritée, si on peut verser 265 millions à quelqu'un dont on ne sait pas s'il retournera au Super Bowl. Ah oui, mais bon, des quarterbacks qui vont pas au Super Bowl, t'en as 30 par année. Hein, donc, et des mieux payés que lui. Suivez mon regard vers le Texas, notamment. Pas que, hein. Enfin bon. Non, mais parce que c'est lui le mieux payé, donc puis jusqu'à preuve du contraire, le nombre de Super Bowl de Dak Prescott, bon. Le match de victoire en playoff, hein, tout court, hein, Dak. Oui, voilà. Moi, il y a à peu près autant que les Saints ces dernières années. Il y a un exemple, moi, qui me vient en tête, et je le répète, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais quelqu'un comme Justin Herbert n'a pas droit au même type de critique. Alors que... Oui, mais c'est la franchise qui veut ça aussi. C'est pas faux. Les Niners sont sous le faux des projecteurs. C'est pas faux, ouais, tu as raison. Mais si on parle vraiment, si on en revient vraiment à l'individualité du joueur en lui-même, il y a plein de quarterbacks qui sont très talentueux, hein, par ailleurs, mais qui n'ont pas les mêmes perfs collectives
que peut avoir Purdy et qui n'en prennent pas autant dans le visage que lui. Ouais, mais Vince, il a bien résumé la situation. C'est la franchise. S'il serait parti à Jacksonville, on n'en parlerait même pas. Ah bah complètement. Bah, de toute façon, il gagnerait pas de match, donc, donc je suis désolé, mais au bout d'un moment, tu vois, on parle de lui parce que c'est le quarterback et de la franchise des années 80 et qui, en plus, derrière, a toujours cette aura parce qu'on va dire ce qui est, c'est quand même la franchise de la Californie. Les autres franchises, je suis désolé, mais entre les Rams qui ont fait des allers-retours et puis les Chargers qui étaient à San Diego, qui maintenant sont à Los Angeles, où il n'y a personne. San Diego qui est en Californie déjà. Oui, mais sauf que San Diego, il n'y avait personne qui allait les voir. C'est pour ça qu'ils ont déménagé, tu vois. Donc, il y a toujours personne qui va les voir. Ben voilà, tu vois. C'est triste. Et salut Cory. Hein. La prochaine fois, on va les faire jouer à Bondoufle. Peut-être qu'il y aura du monde pour venir les voir. Tu vois. Peut-être tenter ça, tu vois. Les Chargers à Bondoufle, ça peut se tenter, on sait jamais. Bon, au stade Robert Bobin. Au stade Robert Bobin, d'ailleurs, rendez-vous dimanche au stade Robert Bobin. J'en parlerai en fin d'émission, mais il y a une opération billetterie aussi. Si vous venez avec votre maman rentre gratuitement au stade pour la fête des mères. Donc voilà, si vous êtes en région parisienne. Ça marche aussi avec les épouses si elles ont des enfants. Si on est père de famille, ça marche évidemment. aussi. Hein. Oui, bien sûr, je pense. Bah si, parce qu'elles sont mamans puisqu'elles ont des enfants. Voilà. Mais tu dis, si vous venez avec votre maman, mais non, oui, mais je pense qu'il faut que tu emmènes tes enfants pour que ce soit considéré comme la maman, du coup. Tu vois. Bref, on va pas débattre. Bien, venez avec votre livret de famille. Allez. Voilà. Et demandez la communication des mousquetaires, ils seront là pour répondre à toutes vos questions. Ou demandez John McKeon, il va venir vous répondre directement. Bref, on en parlera en fin d'émission du programme de nos mousquetaires. On revient aux 49ers de San Francisco qui n'ont pas prolongé que Brock Purdy, puisqu'on a eu George Kittle il y a 2 semaines, 2-3 semaines, et on a eu cette semaine Fred Warner qui a aussi prolongé. Décidément, Seb, ça s'arrête plus une fois que c'est parti. Ah ben c'est un moteur diesel, hein, mais quand c'est lancé, c'est lancé. Voilà, Warner prolongé 3 ans, 63 millions de dollars, 56 garanties. On va rappeler quelques chiffres de notre homme. Voilà. On va rappeler quelques chiffres de notre homme. En 7 ans, c'est 897 plaquages, 10 interceptions et 10 sacs. C'est un des meilleurs, voire, oserais-je le dire, le meilleur linebacker de la NFL. Cette extension, c'était une décision facile à prendre. Il a été élu All-Pro la saison passée alors qu'il a joué avec une cheville fracturée. Bon sang, bonsoir. Et c'est très certainement pour Warner à mon avis, la décision de l'extension, la décision elle-même, elle était prise bien longtemps à l'avance. C'était une des top priorités du club avec bien sûr avec Purdy et Kittle, mais ça aurait été difficile de le laisser partir parce que s'il y a un cœur de la défense des 49ers, c'est Warner. Pour toi, Mathieu, tous ces destins, en fait, Brock Purdy, George Kittle, Fred Warner étaient liés parce qu'on a vu que Fred Warner a signé, alors je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être 48 heures ou 72 heures après Brock Purdy. Donc visiblement, il y avait quand même... Et dès la signature de Brock Purdy, on a eu des échos comme quoi la prolongation de Fred Warner était imminente. Donc visiblement, il y a quand même un lien de cause à effet. Oui, mais moi je pense que tout comme a dit Seb, c'était réglé même avant, pendant les vacances, que ce soit pour Kittle ou Warner, c'était réglé, il y avait des accords et puis nouvelle saison, on balance les bonnes nouvelles. Moi c'est ce que je pense et c'est mérité. C'est les deux cœurs de l'équipe, que ce soit en attaque comme en défense. Oui, c'est sûr que George Kittle, Yaya, c'est quand même... alors Fred Warner en défense, mais George Kittle, c'est quand même l'un des best guys de Brock Purdy, quoi. De tous les quarterbacks qui sont passés, hein, j'ai envie de te dire. Oui, même d'ailleurs. Garoppolo, même quand il y avait Garoppolo. Garoppolo voilà, c'est ça. Donc, tu vois, moi, je trouve c'est amplement mérité. Ça a l'air d'être vraiment un super gars, un joueur de vestiaire. Il tient le vestiaire, il fait en sorte que tout le monde se voit.
on avait vu dans la série Receveur sur Netflix que c'était vraiment un bon mec, quoi, tu vois. Le gars, t'as envie d'aller boire une bière avec Kirk lui. Cousins. Non, Kirk Cousins, non, il t'a. C'est gentil. Voilà, merci, il est gentil. Bon, il t'amènera peut-être à l'église, mais à part ça, tu vas pas trop rigoler, je pense pas. Hein. Donc voilà. Mais Kittle, ouais, c'est la pire. C'est un joueur totem, j'ai envie de te dire. Comme à Koh-Lanta. Vince, toi, ces prolongations-là, est-ce que ça te rend optimiste pour la suite? On va parler un petit peu au-delà de de la saison prochaine et des saisons suivantes. C'est pour l'avenir des 49ers des bonnes bases pour reconstruire. Oui, comme on l'a dit, c'est clairement donc le QB, l'âme offensive avec Kittle et l'âme défensive avec Warner, forcément. On l'a dit, il va avoir Warner. J'ai dit quoi? T'as dit Warner. C'est pas Warner, plutôt. Et donc, en tout cas, il va avoir une présence très forte dans cette défense-là, puisqu'il va devoir forcément prendre le lead de cette défense, alors chose qu'il faisait déjà, mais en plus récupérer tous ces nouveaux joueurs arrivés au club, ces rookies, avec plus d'expérience ou moins, mais il va devoir un peu les identifier à cette défense et retrouver la défense qu'ont été les Niners et qui leur avaient permis d'atteindre ce Super Bowl. Pour Kittle, pour répondre aux propos d'Yaya, c'est tout simplement une soupape de sécurité. Donc forcément, il est aimé de tous les QB, comme tout bon tight end, forcément est aimé de tout QB. Hein. C'est logique, c'est la pièce maîtresse de l'attaque. On oublie de le dire. Là, je dirais que la prolongation est largement en dessous de ce qu'il mérite. Tout tight end mériterait beaucoup plus, forcément. Moi, j'ai une question pour toi, Vince, mais est-ce que c'est pas plutôt les Cardinals, les soupapes? Oui, bon, oui. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Je suis obligé de dire qu'une blague aille bien, ça me fait mal, mais bon, elle est bien. Je vis une angoisse perpétuelle depuis maintenant un peu plus d'1 an. Si jamais vous voulez me libérer, je vais vous donner tout de suite mon adresse mail professionnelle parce que je crois que Seb, on va revenir assez rapidement au format où on n'était que 2. Oui, voilà. Qui marchait ça va libérer de bien. l'espace. Hein, voilà. Déjà, ouais, on était pas mal, hein, en fait, à cette époque. Ça va libérer de la masse salariale, hein, parce que bon, ça pèse un peu quand même leur contrat. Même problème de cap que les Saints, t'as qu'à voir. Voilà. Les gars, vous avez vachement la mémoire courte, hein, quand même. Il n'y a pas que la mémoire. Alors, on passe maintenant à la suite. T'as quoi qui est courte La cousine. La paille. Ah là là, c'est une angoisse, c'est angoissant. Tiens, Mathieu, ramène un peu de raison dans ce podcast. Qu'est-ce que t'attends, toi, de la saison prochaine des 49ers? Tu les vois où, toi, la saison prochaine? Bah écoute, en Californie, Oui, en Californie, ça c'est sûr. Mais l'équipe, elle est toujours aussi costote. Quand on écoute les analystes aux États-Unis, il y a eu Edelman qui en a parlé avec Brandt dans son émission, ou même Marc Chérette, un ancien joueur. Ils pensent que l'équipe, elle est vraiment, vraiment costote et qu'ils vont surprendre beaucoup de monde. Moi, je pense que la vraie question, c'est surtout Shanahan. Est-ce qu'il a pu se renouveler? Parce que même si l'année dernière, on a eu une saison compliquée avec les blessures, l'état psychologie où ils n'étaient pas là, les gars, est-ce que lui a pu se réadapter? Parce que les autres équipes, j'ai l'impression, ils avaient lu le jeu des Niners et il n'y avait plus rien de magique. Et à chaque fois, on se prenait des murs. C'est lui, est-ce qu'il a pu faire son autocritique, développer une nouvelle stratégie de jeu pour redevenir aussi l'équipe offensive qu'elle était et même défensif avec en plus le retour de notre ancien coach Chalet dans l'effectif. Ouais. Moi, je crois que la carte, c'est Shanahan en fait. T'es d'accord avec ça, mon Sam? Je suis assez d'accord avec ça. Je vais redire ce que j'ai dit toute la saison dernière. Cette équipe des 49ers de la saison 2023-2024, elle était miraculeuse. Et celle de 2024-2025, elle était cramée. Elle avait l'air épuisée dès le début de la saison. Donc, effectivement, il y a d'une part ce fait de rafraîchir le personnel qui va certainement justement rafraîchir les hommes, mais on a beaucoup reproché à Shanahan la saison dernière une sorte d'incapacité
à s'adapter aux circonstances. Parce qu'après tout, des équipes qui sont décimées par les blessures, il y en a chaque année, et il y en a certaines qui font un parcours. Souvenez-vous, alors, voilà, je m'auto-flagelle sur ce coup-là, mais souvenez-vous des Browns d'il y a 2 saisons, quand même, qui ne sont pas épargnés et qui réussissent quand même à accrocher les playoffs avec leur 5e ou 6e quarterback de l'année, voilà, avec Flacco, leur 5. Donc, des équipes décimées par les blessures, il y en a chaque année. Et on voyait qu'il y avait quand même de la ressource avec Jordan Mason, avec tous ces remplaçants qui ont défilé, avec Jawan Jennings qui s'est révélé, avec Ricky Pearsall qui a montré de bonnes choses, mais ça n'a pas suffi. Les individualités n'ont pas suffi. Il manquait peut-être justement une tête, un cornac qui soit capable de s'ajuster plus justement et pas d'essayer de répéter les mêmes schémas de jeu avec un personnel qui était différent. Là, dans les circonstances où on est, avec tous les départs qu'il y a eu, avec les arrivées qui, une fois de plus, laissent la presse US, les médias US un peu circonspects, il est temps de voir si Shanahan peut à nouveau retrouver son mojo et proposer quelque chose d'autre pour ce club. Et puis, il y a aussi une question qui, à mon avis, est centrale pour l'attaque, c'est dans quel état est Christian McCaffrey, parce que ça va quand même être un sacré facteur X pour les performances de cette offense si elle compte continuer à se reposer aussi lourdement sur le jeu au sol. Bon, Yaya, dis-moi, vas-y, tu veux la parole, vas-y. Par rapport à Shanahan, moi, il y a une chose, c'est que c'est un coach, quand il a vu ses joueurs qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire qui n'étaient pas blessés, il a toujours performé. Mais le problème, c'est que depuis qu'il est arrivé, il y a eu la majeure partie des saisons où il y a eu une grosse partie de l'effectif. On parlait en off, quasiment 25% de l'effectif tous les ans, voir les joueurs, voir les meilleurs joueurs. Donc, du coup, tu vois, t'as beau faire tout ce que tu veux, si t'as pas des joueurs, le meilleur coach du monde, il fera rien, quoi. Oui, ça c'est sûr. Tu le vois aller où, toi tu les vois aller où, Vince, ces 49ers l'an prochain? Tu les vois possiblement retourner en playoff, possiblement même aller jusqu'au Super Bowl? On rappelle que le Super Bowl, c'est chez eux l'an prochain. Et la dernière équipe, l'an dernier, ça a bien réussi à l'équipe qui recevait le Super Bowl. Non, en fait, bon, bref. Oui. Alors, déjà, prenons les choses dans l'ordre. L'objectif des Niners, je ne pense pas que ça soit un objectif très court terme. C'est un objectif sur le contrat de Purdy, mais ils ont signé Purdy sur 5 ans. S'il performe, forcément, ils le garderont 5 ans. Mais l'objectif, il est plutôt, je pense, sur la deuxième, voire même la troisième année du contrat. Je pense que ça sera là qu'on aura atteint vraiment le summum pour cette nouvelle équipe, parce que pour moi, c'est vraiment une nouvelle équipe. Ils ont la chance d'être dans une division où on a les Cardinals qui n'arrivent pas à exploser complètement. En tout cas, pour le moment, ils n'ont pas trouvé la recette. On a des Seahawks qui sont en restructuration complète. Et on a les Rams. Alors, certainement, déjà l'année dernière, on leur promettait la première place de cette division, donc ça a mal fini, mais à cause des blessures. Dans le cas où on part du principe qu'ils sont plutôt épargnés par les blessures, ça va se jouer très certainement entre les Rams et les Niners, cette qualification directe pour les playoffs. Après, rien n'interdit à cette division d'envoyer 2 représentants en playoffs. On ne sait jamais comment la saison peut se passer. Je les vois mal aller plus loin. Maintenant, un peu comme les Broncos l'année dernière, je trouve que ce serait pas mal de donner, dès cette nouvelle première année, une année de play-off à cette équipe pour avoir l'expérience et pour accumuler l'expérience pour les années d'après. C'est l'objectif, je pense, de Kyle Shanahan et qui va tout faire pour ça. Et là encore, je pense que le changement d'effectif, c'est aussi quelque chose d'important pour lui, parce qu'un coach se renouvelle, c'est se renouveler, mais quand on garde les mêmes joueurs, c'est très difficile d'aller chercher de nouvelles idées, sachant qu'on a trouvé des recettes avant pour ce qui marchait et que les autres ont su le contrer. En changeant les effectifs, c'est aussi facile de pouvoir trouver de nouvelles choses, et les camps d'entraînement vont lui permettre aussi de débattre de tout ça. Donc toi, si je résume, c'est première division ou deuxième, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. En tout cas, je les vois au moins. J'aimerais bien les voir faire les playoffs. C'est une équipe qui me plaît beaucoup dans la reconstruction, donc oui, j'aimerais bien les voir faire les playoffs.
On va faire ce petit jeu avec tout le monde. Mon Yaya, tu les vois finir où les 49ers? En une phrase, premier de div, finale de conf, quatrième de div, ce que tu veux. Toi qui es le roi des pronostics avec Wait. Ouais, justement, pour pas leur porter le bousinga, je les vois terminer deuxième derrière les Rams. Parce que les Rams, c'est pareil, ça peut être très solide, ça peut être très pénible. Donc, et puis c'est tellement sur courant alternatif, en fait, ça va dépendre des Rams. Si les Rams... J'ai plus le calendrier des deux équipes, c'est lequel qui est le plus facile des deux? Eh ben, t'as qu'à aller sur The Playoff et tu tapes calendrier des San Francisco 49ers. Les Niners sont l'agenda le plus facile de la NFL, mais quand tu le regardes bien, les 6 premiers matchs, on peut très bien être à 4-2 ou 5-1, comme être à 2-4 dans l'autre sens. Ok. Et puis ça dépend quand est-ce que les Rams sont leur bye week aussi, parce qu'on sait qu'ils commencent leur saison après la bye week, les Rams, tous les ans. Donc bon, s'ils l'ont week 13, bon, c'est mort. Quoi. Nous, on l'a en 14, eux, je ne sais pas. Voilà. Donc toi, tu m'as dit deuxième, hein, mon Yaya, et playoff ou pas playoff pour les... Oui. Mathieu. Moi, ça sera tout ou rien. C'est où ils vont se vautrer et que ça sera un échec, il y aura du changement. Ou alors, ils iront très loin en playoff. Moi, je pars sur la division. Sur la division, tu as Philadelphie qui est numéro 1 incontesté. Et après, tu as Détroit. Sur la conférence. Ouais, sur la conférence. Pardon, sur la conférence. Et après, tu as Détroit, Vikings, les Rams, les Commanders et les Niners qui sont au même plan de vue. Non. Ça y est, ils jouent l'autre championnat, le pick 1. Tu vois, les Lions, attention de voir avec le changement des deux coordinateurs. Ouais. C'est pour ça que moi, en fait, je mets vraiment les Eagles sur un autre plan. Ils sont seuls au monde. Et en numéro 3, pour diverses raisons, Détroit parce qu'ils ont changé de coach, Vikings parce que c'est un QB rookie, Niners, on verra bien, les Rams seront toujours présentes, et Commanders, on sait que l'année numéro 2 des QB, c'est toujours un peu délicat. Mais les Packers. Moi, j'y crois pas, les Packers. Ah, moi j'y crois. Les Packers, c'est le problème, c'est la division. Mais bon, là, on s'égare un peu. Tu vois, merci de ramener tout le monde dans le droit chemin, mon cher berger. Tu te rends compte que c'est moi qui le fais, quoi. Oui. C'est bien, c'est bien. Bravo, Michel. Seb qui adore faire des pronostics. Voilà, oui, c'est ma spécialité, c'est bien connu. Je vais être sur le même plan que notre invité. Ça va être du tout ou rien. Ça va être le championnat de division ou ça va être l'échec épique. Et il faut garder à l'esprit, et là aussi je vais m'appuyer sur ce qu'a dit Yaya, que voilà, il y a les Rams, mais cette division, cette NFC West, elle est toujours compliqué. Il n'y a pas vraiment d'équipe de cador en son sein, mais en son sein, justement, elle est particulièrement compétitive. Souvenez-vous de la saison dernière, même si c'est un effet qui était dû à la chute des Niners. Moi, je suis toujours très, très méfiant quand il faut aller à Seattle ou quand il faut se prendre les Rams. Et on fait souvent peu de cas des Cardinals, mais c'est un club qui est toujours capable de réaliser un coup et qui peut très bien te pourrir un de tes matchs, voire tes 2 matchs de la saison. Donc, attention, prudence. Et toujours outre-Atlantique, c'est un sujet qui divise parce que sur un site comme Sports Illustrated, on peut trouver aussi bien un article, et vous pouvez vérifier, qui annonce qu'ils vont gagner 15 de leur match, et un autre qui dit que s'ils en gagnent 8, ce sera le bout du monde. Donc, tout ça est très partagé. Très bien. Bon. Et toi, Flav, d'ailleurs Non, mais Flav, il se mouille jamais, mais non, c'est un politique, Flav. Tu vois, mais tout à fait. C'est le François Bayrou de notre s'il te plaît, un peu de respect quand même. Merci, pas d'insultes. Ok, on va rester poli. Non, mais blague mise à part, le truc, c'est que moi, tu vois, je me dois d'être le garant de l'unité de notre communauté. Et si je commence à dire les 49ers vont être premiers, machin tout, j'ai les fans des Rams qui vont venir me voir, qui vont me dire oh ça va pas mal. Donc je ne me mouille pas. Voilà. Comme ça j'ai toujours raison. Voilà. C'est ça qui est bien. Bon, passons à l'actualité de la NFL.
Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Premier thème, et on va parler notamment de ce qui s'est voté chez les propriétaires pendant ce meeting à Minneapolis au mardi et mercredi. Première chose qui a été approuvée à l'unanimité, les 32 équipes étaient d'accord, laisser les joueurs NFL participer au tournoi olympique de flag en 2028. On rappelle que le tournoi olympique sera du 14 au 26 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc, ce sera en dehors des camps, en dehors du début de la pré-saison. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il fallait laisser les joueurs NFL participer au flag? Alors, il y a quand même une petite astérisque dans le contrat. Il n'y a pas le droit d'avoir plus d'un seul joueur qui représente Team USA par équipe. Hein. Il ne pourrait pas y avoir 3 joueurs des Bengals ou 4 des 49ers, par exemple. C'est maximum 1 par équipe. On précise que c'est bien pour Team USA, parce que pour Team Canada ou pour d'autres, là, pour l'instant, c'est pas encore décidé. Donc, il peut très bien y avoir un joueur qui part pour Team USA, un autre pour Team Canada. C'est tout à fait possible avec le cas des binationaux. D'ailleurs, tant qu'on parle de Team Canada, je salue Nick Piermas qui était avec nous au Pré-Game Show et qui fera les sélections pour la team flag olympique pour le Canada. Mon cher Seb, bonne idée, mauvaise idée de laisser les joueurs NFL participer au tournoi de flag? Je suis très partagé. Parce que je me demande quel est le but de la manœuvre. Est-ce que c'est d'écraser la concurrence? Et dans ce cas, c'est quand même C'était déjà le cas. Est-ce que c'est de mettre en lumière la discipline, mais je doute très fort du réel star potential des joueurs NFL sur le plan international en dehors de la fanbase de foot US. Néanmoins, les Jeux ont lieu à Los Angeles. C'est peut-être aussi une façon de ne pas anonymiser le flag lors de ces JO. Je suis très mitigé sur le but et surtout sur le résultat de cette manœuvre. Je ne crois pas à un effet Dream Team 1992, par exemple. D'accord. Après, est-ce que ça peut permettre, en revanche, lors du tournoi, de mettre la lumière sur des joueurs non américains qui peuvent se faire remarquer? Pourquoi pas? Mais il ne faut pas oublier que les gros recruteurs, ça restera les États-Unis. Et ce qu'ils cherchent, ce n'est pas des joueurs de flag, c'est des joueurs de football. Voilà. Nous, de toute façon, on aura notre Dream Team à nous. Bon, je sais pas si on sera qualifié, parce que bon, ça va être compliqué de se qualifier, on va pas se le cacher. Je rappelle d'ailleurs que les championnats d'Europe de flag auront lieu en France. Si vous voulez voir du flag football, ce sera à Créteil du 26 au 29 septembre prochain. Donc, n'hésitez pas à aller encourager l'équipe de France. Aussi, on va se faire une Dream Team avec Scott Harrison, avec Florian Larose, bref, il y aura plein de monde. Il y aura pas Wake en défense? Non, il n'y aura pas Wake. Non, on a dit qu'on prenait des bons joueurs. Donc, bon, on va pas non plus se il tirer. va encore t'envoyer un texto dès demain, 8h05, au lieu d'aller en cours. On va pas se tirer une balle dans le pied en prenant Wake dans l'équipe. Non. Vince, toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Assez mitigé. Déjà, est-ce que finalement, les joueurs de NFL seront systématiquement pris? Parce qu'on a l'impression que maintenant que les vannes sont ouvertes, de toute façon, il y aura que des joueurs NFL. Est-ce qu'au final, on peut pas prendre quelques joueurs NFL et des joueurs de l'équipe actuelle flag américaine? En fait, on verra bien. Moi, c'est ça qui me dérange le plus. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe de flag américaine qui est très performante et qui déjà gagnerait tout. Donc, pourquoi essayer de changer ça après? Clairement, ça peut ramener une visibilité sur certains joueurs et donc sur le foot américain derrière. Ça, c'est sûr, c'est un événement planétaire et pour une fois que ces joueurs-là vont être regardés par la planète entière et pas que par certaines personnes aux États-Unis et d'autres dans le monde, mais bon, c'est pas la majorité. Après, moi, ça me fait penser un peu au cas Antoine Dupont en équipe de France de rugby à 7. Par exemple. Antoine Dupont qui était arrivé au rugby à 7, on rappelle, ça avait fait des vagues aussi. Oui, c'est le meilleur joueur du monde. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à cette équipe? Est-ce qu'on va pouvoir... qu'est-ce qu'il en est? Et surtout, que dire du joueur à qui il prend la place? Clairement, parce que cette équipe de France s'est qualifiée. Pourquoi il prend la place d'un joueur alors que lui, comme ça, il arrive comme... Bon, c'est un peu la même question. Maintenant, en tant que spectateur pur et dur, je me dis que ça sera rigolo de les voir. Maintenant, si c'est pour aller humilier les autres en face, ça va beaucoup dépendre de leur comportement sur le terrain.
Mathieu, un avis sur ces flaguistes au JO, enfin sur ces NFListes au JO de flag plutôt. C'est d'accord. C'est bon, on va avoir une médaille d'or déjà. C'est aux États-Unis, c'est chez nous. Et puis, on va quand même promouvoir un peu le football américain dans une autre manière. Mais ça s'arrête là. Je suis un peu d'accord que prendre des joueurs de NFL qui vont arriver du jour au lendemain dans cette compétition-là, qui n'ont rien fait avant, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ouais. C'est sûr que pour les joueurs de flag actuels, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Hein. Pour les joueurs américains, hein, je parle de flag actuels, c'est pas forcément une très 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 bonne nouvelle. C'est un manque de respect par rapport à tout l'investissement qu'ils auront mis pendant 4 ans. Mais oui. Mon Yaya, un avis ou pas? Est-ce que si ça avait été en dehors des États-Unis, est-ce que tu crois qu'ils auraient été autorisés? C'est aussi les JO avaient eu lieu, je dis n'importe quoi, à Paris, à Tokyo, n'importe. Alors déjà, est-ce que le flag aurait été choisi comme sport? Déjà, Ça, c'est pas sûr, effectivement. Voilà. Donc du coup, ils ont vu ce que ça donnait à la Dream Team. On en a parlé la semaine dernière avec les matchs internationaux, avec la NFL, et essayent de s'étendre au maximum pour avoir de plus en plus de revenus. Si là ça peut faire une pub sur certains joueurs, clairement, et de faire du star power. Le but, c'est ça, c'est de promouvoir ces joueurs, un peu comme Seb a parlé qu'il n'y aurait pas forcément d'effet Dream Team. Je suis d'accord, mais ça mettra en avant certains joueurs. Et je pense que malgré tout, il y a des joueurs qui peuvent être mis en avant. Moi, typiquement, s'il joue toujours, j'aimerais voir un Justin Jefferson, clairement, tu vois, ce genre de joueur. Donc, on Un sait Aaron que Rodgers, non, non, 92 ans. Voilà, non, mais ce que je veux, non, mais tu vois, et puis on va dire ce qui est le flag. On n'attend pas forcément que les quarterbacks, on attend les autres joueurs, quoi. Ah oui, ça Et c'est c'est sûr. ça, et ça peut mettre en avant ces joueurs-là, et après ça va être la façon dont ils vont pouvoir mettre et produire le produit flag pour pouvoir et puis pareil encore une fois ça va être développé dans les fédérations pour essayer de se qualifier pour ça peut être un boost aussi pour par exemple la fédé française, avoir du monde qui vient au flag et tout ça. Après il va falloir les infrastructures, tout ça, il va falloir créer des choses autour de ça, mais ça peut être une bonne dynamique et ça peut être effectivement une locomotive intéressante. D'après ce que j'ai cru voir dans les médias US, juste rapidement, il semblerait, hein, j'ai pas la confirmation, alors peut-être que des gens à la Fédé qui nous écoutent toutes les semaines pourront me confirmer ou infirmer, mais apparemment, on serait sur un système avec un tournoi à 6 équipes, hein, garçons et filles. Donc autant dire que la sélection, sachant que les Américains prennent déjà une place d'emblée, après il va sûrement y avoir des quotas continentaux, je suppose. On devrait avoir 1 ou 2 équipes européennes grand maximum, ce qui veut dire que la France devra être championne d'Europe, tout simplement pour pouvoir se qualifier. C'est à peu près l'idée. Alors je dis ça, je n'en sais rien. Hein, c'est pas, j'affirme pas qu'il faut être champion d'Europe pour se qualifier. Je dis que visiblement, vu le peu de nombre d'équipes, il va falloir qu'on fasse des très bonnes performances sur la scène internationale pour pouvoir se qualifier. Oui, mon Seb, et après Yaya. Je voulais ajouter le déroulé d'Yaya m'a fait penser à quelque chose. Pour qu'il y ait un effet d'aubaine sur le flag et pour attirer du public, il y a un autre point, c'est que ça a beau être les Jeux Olympiques, va falloir qu'on le voit ce tournoi. Et je peux vous assurer que s'il n'y a pas d'équipe française, et surtout s'il n'y a pas une équipe française qui performe, vous n'allez pas en voir une image dans les retransmissions en France. Ça, c'est garanti. Et vu les horaires. Et vu les horaires, voilà. Donc, parce que ça va être la nuit, hein, à Los Angeles. Hein, voilà, oui, il y a le souci du décalage horaire. Donc, l'effet d'aubaine de l'exposition. Si vraiment on ramène ça à un problème, à une préoccupation franco-française, moi je suis pas sûr que l'effet d'aubaine soit là. Hein. Alors moi, quand je donnais cet effet d'aubaine, moi je pense que c'était plutôt à l'international, en général, tu vois. Par exemple, tu vois, un Tony Parker, c'est parce qu'il a vu la Dream Team en 92. Le nombre de joueurs
qui sont arrivés dans les années 2000, c'est parce qu'ils ont été amenés au basket, mais avec une tradition européenne qui était différente. Je te l'accorde. Qui est différent, mais l'envie d'aller aux États-Unis. Mais voilà. Ouais, mais qui existait. Je veux dire, la discipline était quand même populaire. Alors, la discipline était quand même populaire, mais en 92, le basket est relativement populaire en France. On a des diffusions du championnat de France tous les samedis de première division tous les samedis. Hein, toi-même, tu sais. Oui, quand Orthez se faisait humilier en direct à la télévision. Orthez Follet Antibes se faisait humilier en direct à la télévision par Limoges. Voilà, toi-même tu sais. Hein, oui, je sais. André Garcia, tout ça, et Patrick Montel. Voilà. Patrick Chen et merde, comment il s'appelait Bernard Champagne, non? Ouais. Oui, je crois que c'était ça. Bref, passons. Mais je veux dire, on parle d'un sport qui était déjà connu en France. On est encore en train de parler des JO 2028 là. Là, on part pour le foot US, on part de très étrange. Après, moi j'ai un biais là-dessus. C'est l'INA, quoi. Vous savez parfaitement que ma vision du foot en France elle est particulièrement pessimiste. Voilà. Bon, c'est seulement qu'on puisse dire. Moi j'ai un biais, je suis désolé, j'ai un biais là-dessus. En plus, je suis un ancien joueur. Voilà, j'ai un vrai biais là-dessus. Je vais pas développer, mais j'ai un vrai biais là-dessus. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Oui, non, mais c'est un sacerdoce d'être fan de foot en France. Donc, vraiment, l'effet d'aubaine, moi, je pense qu'il est pas là. Hein. Il est pas là. Mais je pense juste que, tu vois, ça peut permettre à la fédération de dire, OK, on va essayer de faire un truc pour essayer d'avoir des joueurs qui vont venir. Mais de toute façon, c'est le concept quand on écoute ce qu'explique Frédéric Paquet sur le nouveau président de la Fédération française. On a arrêté les équipes de France de foot américain équipées. Il n'y a plus d'équipe de France aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce que on veut mettre l'accent sur le flag et sur la jeunesse notamment du flag football. Donc voilà, c'est un choix. Les seules équipes de France qui existent aujourd'hui au niveau du football américain, c'est au niveau du flag. Il y en a plus en équipe équipée. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait parce que les résultats étaient pas là, parce que est-ce que tu peux parler d'élite quand il y a 500 ou 700 ou 1000 pratiquants c'est de haut niveau, c'est pas certain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après c'est un choix de fédération et je vous envoie d'ailleurs pour ceux que ça intéresse à la très bonne interview qu'avait fait l'Afterfoot US de Frédéric Paquet. Ça dure à peu près 2h30, vous retrouverez ça sur YouTube. Ça me permet de saluer Matt, Bijak et Vincent et tous ceux qui sont Stéphane, qui sont alors Bijak, il est à côté de l'Afterfoot US, hein, il fait pas partie de l'équipe, mais voilà, toute l'équipe de l'Afterfoot US et tous ceux qui suivent le football en France. J'avais d'autres petits thèmes à vous faire discuter, sauf qu'il nous reste plus beaucoup de temps, alors on va y aller vraiment très vite. Le touche-push qui est sauvé, bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle ? Très rapidement. Train qui arrive à l'heure. Ouais. Alors, on rappelle le vote, hein, c'est 10 équipes qui ont voté contre la proposition qui était faite par les Green Bay Packers de bannir. Alors, c'était pas uniquement le touche-push, c'était tous les joueurs, d'aider ou de pousser ou de porter des joueurs qui avaient le ballon. En gros, c'était revenir à la règle d'avant 2005 qui interdisait qu'on aide un joueur qui est porteur de ballon. 10 équipes ont voté contre cette proposition et ont donc sauvé le touche-push. Les Eagles de Philadelphie, c'est une surprise pour personne. Les Ravens de Baltimore, les Browns de Cleveland, les Lions de Détroit, les Jaguars, les Dolphins, les Patriots, les Saints, les Jets et les Titans qui ont voté tous contre cette proposition et qui ont donc permis de sauver le touche-push. Une petite chose intéressante, on note qu'il y a 3 équipes d'AFC Est qui ont voté contre cette interdiction. Les Jets, les Dolphins et les Patriots. Les seuls qui l'utilisent efficacement, à savoir les Bills, avaient voté pour l'interdiction. Quand même, voilà. Parce que les seuls qui savent le faire dans la division, c'est les Bills, et c'est les seuls qui ont voté pour l'interdiction. Les 3 autres ont voté contre. Donc bon, comme ça au moins, c'est allez comprendre. C'est comme ça. Par contre, bizarrement, tous les adversaires de division des Eagles avaient voté pour l'interdiction. C'est étonnant, ça, dis donc. C'est étonnant. Et rappelle-moi, quel club parmi les adversaires de division de Philadelphie? Je crois qu'il y en a un. Tu vois lequel donc je parlais? C'est celui qui est en bleu, là. Celui dont le quarterback n'est pas au Hall of Fame.
Oui, comment il s'appelle? Tu veux Alors, vraiment il y a la qu'on en parle? réaction d'Yaya à l'écran. Vous Tu avez veux pas vu vraiment qu'on en parle? Putain, Mais non, c'est- mais vous êtes qu'une Non, mais bande de losers. c'est là où ils auront jamais les off, les auditeurs. Mais cette vidéo aurait dû être enregistrée. Un mème, je suis un mème. Ah mais C'est- oui, hashtag je là il y suis avait un mème. mème, la tête que tu as fait quand j'ai dit ça, Yaya, il y avait un mème. Je suis très fier de mon coup là. Un train qui arrive à l'heure certes, mais je suis fier de mon coup. Vous êtes des losers, les gars, mais vous aimez pas les doubles MVP. On n'aime pas la au réussite Super dans ce Bowl. pays, c'est bien Ouais, sûr. voilà. Soyons Et tu soyons vois, d'accord que tu finiras fan des Saints, va Seb. Voilà, tu vas Alors, le virer ta fan des copie Saints- et tu vas finir des Saints. le fan des Saints, il avait rien dit dans cette discussion. Il a rien demandé à personne. Je disais T'as donc rigolé. Qui rigole consent? ce touche-push, cette interdiction va de toute façon revenir cycliquement. Hein. Je pense que l'an prochain, on aura le droit à la même discussion. Dans 2 ans, on aura le droit à la même, jusqu'à ce que ce soit interdit. Hein, ça va pas. De toute façon, c'est une question d'années avant que ça soit. Voilà, c'est une question. Je pense que ça va dépendre aussi. Alors, attention que les fans de Philadelphie se calment, ce n'est pas ce que je souhaite. Mais imaginons que la saison prochaine, Philadelphie s'effondre, ils gagnent 2 matchs. Je suis pas sûr qu'on parle autant d'interdire le touche-push ou pas. Ou qu'il y ait quelqu'un qui se blesse dessus sur une. Alors, faut qu'il y ait une blessure grave. Là, par contre, ça serait dans le sens inverse. S'il y a une blessure grave, plus forte raison une blessure grave dessus, ce que je ne souhaite pas non plus, soyons très très clairs, je veux que ce soit entendu, ça va revenir sur la table. Si les résultats de Philadelphie devaient s'effondrer, je pense que le débat va être il y aura important. moins de débat. Il y aura moins de débat. Oui, ça c'est absolument certain. Bon, en tout cas, voilà. D'ailleurs, si vous voulez suivre les aventures des Philadelphia Eagles, des Dallas Cowboys, des Washington Commanders et de l'équipe qui n'a donc pas réussi à envoyer son quarterback double MVP au Hall of Fame dès la première saison d'éligibilité, j'ai nommé les Giants de New York. Vous pourrez les suivre dans le Hard Knocks de mi-saison, enfin de saison. Vous savez, la nouvelle version des Hard Knocks. Ce sera basé sur la NFC Est cette année, donc on pourra regarder une bonne équipe et quelques autres. Non, les 2 bonnes équipes et quelques autres. C'est pas bien de parler comme ça des Cowboys, des Eagles qui vont se trouver cette année et des Commanders. Et si vous voulez suivre le Hard Knocks, celui d'avant-saison, ce sera sur les Bills de Buffalo cette année. Donc voilà, c'était les Bears l'an dernier, cette année ce sera les Bills de Buffalo. Ça devrait être plutôt intéressant à suivre nos amis des Bills. Seb, tu veux dire un mot sur la mort de Jim Irsay ou pas? Non, oui, un petit mot quand même, parce que c'est le propriétaire. Il va faire son oraison funèbre d'Indianapolis, qui est décédé à l'âge de 65 ans des suites de complications d'une maladie pulmonaire, je crois, une maladie respiratoire. C'était un singulier personnage, quelqu'un qui avait commencé comme porteur de ballon quand il était ado pour les Colts, qui a travaillé vraiment à tous les postes administratifs dans le club, qui est devenu le plus jeune general manager de l'histoire de la Ligue en 1984, et c'était déjà aux Colts, et qui deviendra proprio du club. Yaya avait déjà 30 ans. 16, il a amené sous sa présidence, le club est allé 16 fois en playoff, 2 titres AFC, un Super Bowl. C'était un sacré personnage. Vraiment un ancien hippie, très bon musicien. Il n'y a pas eu un Super Bowl perdu aussi sous sa direction? Il y a eu un Super Bowl perdu, je crois. Il me semblait, ouais. C'était un très bon musicien. En 2010. Un singulier personnage, un espèce de ex-hippie, et qui possédait 2 beaux objets dans son bureau. Il a possédé la guitare de Jerry Garcia, le leader du Grateful Dead, et à ma grande surprise, j'ai appris qu'il possédait également le rouleau original du roman Sur la route de Jack Kerouac. Donc ça place un petit peu la mentalité du personnage et de là où il venait. Très bien. Les autres, un avis sur Jim Irsay ou non? Non, mais c'était un personnage, clairement, c'était une figure emblématique des Colts. Il était passionnant aussi, au dire des gens qui l'entouraient. Après, c'est toujours... dans ces moments-là, on dit souvent du bien de ces gens-là, et on oublie aussi de tout ce qui s'est passé à côté, mais même de son vivant, on disait quand même beaucoup de bien de lui, et il faisait pas de vagues, il a quand même mené son équipe dans les sommets aussi, en draftant certainement le meilleur des 2 Manning. Donc voilà. Oui, ça c'est sûr. Ouais, enfin bon, il y en a un, il a gagné 2 Super Bowls. Voilà, bon, il est invaincu au Super Bowl. Il y en a un qui est Hall of Fame, et puis voilà.
Alors, il y en a un qui a 2 titres de MVP du Super Bowl, pas voilà, le autre. c'est bien. Allez, c'est bien. Tiens, on parle juste une petite dernière actu, parce que ça, je sais que ça va vous faire plaisir. Je sais que Seb a déjà envie, est déjà content. Il sait pas que je vais en parler, mais il est déjà content. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un nouveau trophée qui était Oui. qui avait vu le jour, le Protector of the Year. Protecteur de l'année, c'est un nouveau trophée officiel de la NFL qui va récompenser le meilleur joueur de ligne offensive de l'année, de la saison, parce que les joueurs de ligne offensive sont très importants et on le sait. Sans une bonne ligne offensive, coucou aux Paris Musketeers pour la première contre le Renfire. Sans une ligne offensive efficace, c'est difficile de performer. Et pourtant, les joueurs de ligne n'ont aucune chance d'être MVP, aucune chance d'être joueur offensif de l'année. Bref, voilà, ils sont jamais récompensés. Et ben maintenant, ils auront un trophée spécial pour eux. C'est notamment Andrew Whitworth, l'ancien O-line des Rams, qui a poussé pour faire ce trophée. Bonne nouvelle. Enfin, on a un trophée pour récompenser le meilleur homme de ligne offensif chez les pros. Ça existe chez les universitaires depuis des décennies et ça n'existait pas dans le football professionnel. Pour moi, c'était une aberration. Non seulement c'est très bien, mais en plus, je dis que pour la première année, il faut le donner à Trent Williams. Voilà. Mathieu, même chose, t'es plutôt content, toi, que ça existe? Oui, alors après, je pars toujours du principe c'est un sport d'équipe, les trophées individuels, voilà. Oui. Pas trop d'attention, quoi. Ouais. Et puis, combien de joueurs auraient dû être MVP et qui l'ont pas été, et ainsi de suite. Ça c'est sûr. Ça, c'est, ouais, voilà. Et on reparle d'Eli encore une fois. Ouais, il arrive à lui. Je pensais plutôt à un gars qui était aux Giants et qui est parti aux Eagles, par exemple, et qui a fait 2 milliards. 2005. Mais pourquoi pas, ouais. Voilà, pourquoi pas. Ça aurait pu. Et qui a dit d'ailleurs aujourd'hui que il classait les Eagles parmi les 5 meilleures équipes de tous les temps. Les Eagles de 2024 pour lui font partie du top 5 de tous les temps. On aura l'occasion d'en reparler, d'en débattre peut-être à une autre occasion. Juste avant de refermer ce podcast, le petit programme de ce week-end, parce qu'il s'annonce assez conséquent du côté du football, notamment en France, avec les wildcards de la D1 qui n'est plus élite, les wildcards de la D1. Les Ours vont recevoir les Molosses d'Asnières-sur-Seine et de l'autre côté, le Flash de la Courneuve à Gérard-André recevra les Grizzlies catalans. J'en profite pour saluer parce que ça me fait très plaisir notre copain Waik qui sera au commentaire du match entre les Ours et les Molosses avec Flo. Donc voilà, un grand bonjour à eux deux, à Flo comme à Waik et vraiment. Je peux poser une question? Oui. Wake, il est plutôt ours ou plutôt molosse? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera un excellent commentateur, ça j'en suis certain. Donc voilà, si vous voulez écouter Wake au commentaire, c'est sur la 3FA TV ce samedi à 19h pour le match entre les Ours et les Molosses. Dimanche à 13h au stade Robert Bobin de Bondoufle, les Paris Musketeers joueront leur 2e match de la saison ELF. Ce sera face au Surge de Stuttgart, une victoire attendue et importante puisque le Surge est dans la division des Mousquetaires et commencer à 0-2, ce serait pas franchement une très bonne idée vu le calendrier qui les attend. On a eu notamment dans la semaine l'arrivée d'Anthony Dablé, receveur, ancien receveur des Giants de New York d'ailleurs. Eh oui mon Yaya. Il a joué aux Giants de New York, Anthony Dablé. Et oui. C'est vrai. Il a joué aux Falcons d'Atlanta aussi. Et il arrive donc chez les Mousquetaires de Paris pour cette saison 2025. Donc si vous êtes dans la région parisienne, n'oubliez pas, stade Robert Bobin, 13h dimanche, et vous pouvez y aller avec votre maman qui rentrera gratuitement dans le stade. Alors maintenant, ils ont fait plein d'animations, il y a des châteaux gonflables, il y a un tailgate, il y a un barbecue géant avec melt, bref, allez au stade Robert Bobin, supportez les Mousquetaires de Paris, et nous, on se retrouve en podcast mardi prochain pour débriefer le match de l'ELF, mercredi prochain pour débriefer l'AD1, et vendredi prochain pour le nouveau podcast NFL. Merci Yaya, merci Seb, merci Mathieu, merci Vince d'avoir été avec moi, merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur The Playoffs. Salut tout le monde. Salut. Ciao.